Moi, je suis très content de vous donner la parole, monsieur le secrétaire général de l'OCDE, parce que ça fait un petit moment que je travaille sur ces questions liées à l'économie, à l'énergie, au développement social, au climat et à d'autres choses. Et après le rapport célèbre de Sir Nicholas Stern, vous aviez été l'un des premiers représentants d'une grande institution internationale à mêler finalement tous ces thèmes, à ne pas parler uniquement d'économie, mais économie sous un jour nouveau, celui du XXIe siècle, en liaison avec tous les autres aspects du problème. Vous parlez d'économie, certes, vous dirigez une grande organisation économique, certes, mais vous n'oubliez jamais dans vos discours et vos interventions l'aspect environnemental, l'aspect énergétique, l'aspect ressources, l'aspect social. Et je dois vous dire que je vous ai souvent cité dans des conférences ou dans des émissions à la télévision et notamment à LCI. Pour ces raisons-là, je me souviens très bien de votre phrase « L'ennemi est connu, il s'appelle le carbone et nous devons lui fixer un prix élevé pour le combattre. » Ce n'est pas le seul aspect de votre travail, mais c'est celui qui m'avait intéressé à l'époque. Monsieur Angel Gurria. Merci beaucoup. Merci, je me réjouis d'être ici à Aix-en-Provence pour donner le coup d'envoi des 5e tables rondes de l'Arbois. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, en particulier le professeur Kirman, qui était chez nous il y a quelques semaines à l'OCDE pour partager sa sagesse. Le professeur Naon, qui est par là, je crois, et Alexandre Medvedovski, merci aussi de m'avoir invité à cette manifestation importante. Pour la 5e année consécutive, les tables rondes de l'Arbois offrent à d'éminents penseurs du monde un lieu idéal pour débattre des questions les plus urgentes de notre époque. Merci aussi à Jean-Louis Caffier pour son travail comme modérateur. J'apprécie au plus haut point l'occasion qui m'est ici donnée d'échanger avec vous sur la crise actuelle. Comme cette question de risque, crise et opportunité, ils nous ont dit que c'était le bon choix. C'est intéressant parce que peut-être que c'est la première fois qu'on peut parler surtout des opportunités, parce qu'on parlait toujours pendant les dernières 5 ans seulement des risques et des crises. Mais le problème, c'est que c'est dramatique. On est toujours dans la crise. Par le 5e, le 6e année. Et ce qui est vraiment pas seulement dramatique, c'est tragique. Et ce n'est pas très évident qu'on va en sortir très rapidement. Cette crise constitue certes l'un des défis les plus exigeants que nous ayons relevés, mais elle nous ouvre aussi des perspectives inédites. Comme toutes les crises majeures, celles que nous traversons sont l'avènement d'une réalité nouvelle. Le problème, c'est que c'était la crise plus brutale, plus difficile, plus compliquée, et avec des résultats plus destructifs de non vus. On compare souvent avec les années 30, la dépression, etc. Mais comme on n'était pas là, et comme le monde était un peu moins compliqué, peut-être moins globalisé, les comparaisons sont pas toujours justes. Mais c'est quelque chose qui continue à nous frapper. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que ces réalités soient meilleures que celles que nous connaissons avant. Alors, il me semble, pour paraphraser l'écrivain mexicain Carlos Fuentes, il disait qu'une catastrophe n'est plus catastrophique lorsqu'elle aboutit à une nouvelle donne qui la sauve, quelque chose qui la dépasse et permet d'en tirer des éléments positifs. Bon, j'espère qu'on sera capable de
prendre cette sagesse et de tirer des éléments positifs et aller au-delà. C'est avec cet espoir que l'OCDE doit affronter la crise actuelle en la considérant comme un appel à l'action, un appel à agir. De toute évidence, comme j'ai mentionné avant, c'est la crise économique et financière la plus grave que nous ayons connue. La débâcle économique a été la conséquence naturelle d'une prise de risques énorme et d'un endettement insensé, de défaillance dans la réglementation et la supervision des systèmes financiers et d'un excès de confiance de la part des dirigeants. Tous ces facteurs cumulés ont entraîné des déséquilibres mondiaux massifs, une expansion du crédit excessivement imprudent et l'apparition de bulles des prix des actifs. Nous étions engagés dans un parfait scénario de catastrophe et malheureusement, la catastrophe a eu lieu. Au-delà de l'affaiblissement des finances publiques dans plusieurs pays de l'OCDE et d'une situation financière très critique pour des millions de ménages, pour des millions d'entreprises du secteur privé, la crise qui a débuté il y a maintenant 5 ans aura laissé de nombreuses traces, notamment un héritage social accablant. Les bilans est en effet lourd. Dans la zone de l'OCDE seul, le rapport endettement-PIB devrait atteindre 111%, 3,1, 111% en 2013, en moyenne. Naturellement qu'il y a la médaille d'or, le Japon à 220%, et il y a des pays qui sont beaucoup plus raisonnables, mieux gérés, mais bon, les moyennes, 111% dette PIB. Et cet chiffre, c'est 40 points de pourcentage de plus qu'avant la crise. Ça veut dire que dans les 5 ans de la crise, on a ajouté presque la moitié. En effet, on continue à ajouter parce que les grands déficits continuent à s'accumuler. Le chômage mondial devrait continuer à s'aggraver. On parle de plus de 200 millions de chômeurs dans le 2013. Mais c'est assez difficile parce que dans le monde, l'Inde a 90% d'informalité, le Mexique 50% d'informalité, le Brésil, etc. Alors c'est difficile de savoir combien de personnes sont des chômeurs en Chine, par exemple. Ouais. Mais seulement dans l'OCDE, dans lequel on peut mesurer les choses mieux, il y a 49 millions de personnes en chômage en janvier de 2013. Et le problème, c'est que 49 millions, c'est 14 ou 15 millions de plus qu'avant la crise. C'est brutal. Brutal. En outre, la situation de la jeunesse n'a jamais été aussi dramatique. Dans le monde, plus de 75 millions de jeunes sont aujourd'hui à la recherche d'un travail. Dans les pays de l'OCDE, près de 8 millions de jeunes sont déscolarisés et sans emploi. Ce qu'on appelle les NEET, non? Ni emploi, ni entraînement, ni dans l'école. Ce qui a commencé comme une crise financière s'est transformé dans une crise économique, une paralysie économique, et aujourd'hui se manifeste comme une crise sociale, au-delà des effets dans les bilans des ménages, les bilans des entreprises, les bilans
des pays. Heureusement, le printemps de 2013 a apporté quelques signes encourageants, inclus le soleil d'aujourd'hui. Merci à tous les organisateurs, c'est fantastique. Il faut venir visiter ici l'Aix plus souvent parce que à Paris, c'était pas très attirant dans les derniers mois. Dans l'ensemble, les perspectives s'améliorent désormais pour les grandes économies. D'après notre dernière évaluation économique intermédiaire, on l'a lancée il y a une semaine, les États-Unis et le Japon devraient tous deux voir s'amorcer une reprise au premier semestre de 2013. Si en Europe, le redressement mettra plus de temps à se dessiner, la croissance en Allemagne devrait nettement reprendre de la vigueur au premier semestre de 2013. On mentionne l'Allemagne parce que, naturellement, c'est le grand pays de l'Europe, mais on vient de savoir les résultats du dernier trimestre de 2012, et c'était négatif même pour les États-Unis, pour le Japon, pour l'Allemagne même, pour la France, pour l'Italie, pour l'Angleterre, pour tous. Hein? L'unique bonne chose du dernier trimestre de 2012, c'est que déjà passé. On l'a abandonné. C'était affreux. Et c'était une bonne démonstration du fait qu'on est toujours dans la crise, mais surtout que la reprise, quand on parle de reprise, c'est d'une fragilité extraordinaire. Quand on a, en effet, ce qu'on voit, c'est une deuxième récession en 5 ans. Normalement, on devrait être déjà dans la sortie. Est-ce qu'on a, pour des effets pratiques, surtout dans l'Europe, une deuxième récession en 5 ans? Même à la périphérie de la zone euro, pour revenir à cette perspective moins sombre, le rythme de la contraction devrait s'infléchir. Dans le même temps, la croissance dans les pays non membres de l'OCDE demeure soutenue. Ça, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, la Chine a réduit ce taux de croissance à une très modeste 7,8%. J'étais en Chine il y a 2 semaines dans le Forum pour le développement de Chine, et il dit oui, l'année 2012, c'était terrible, la croissance était si modeste, 7,8. Et je dis, mon cher, il faut pleurer ici, parce que déjà de ce côté, c'est déjà mouillé. mais on ne va pas avoir beaucoup de sympathie, parce que 7,8, c'est pas mal. Hein? Mais déjà, nous croyons que la Chine, pour cette année, va aller à 8,5. Et que même dans l'année 2014, ça pourrait aller vers le 9%. Alors, ça a repris aussi. L'Inde aussi a une croissance de 5%, un peu plus de 5%, 5,4, 5,5. Et ça a repris. Cette année, ça va aller mieux. Le Brésil, c'était à moins de 2% en 2012. Nous croyons que ça va aller vers le 3-4% cette année. C'est-à-dire que les grandes économies émergentes vont reprendre dans le 2013 et le 2014. Mon propre pays, le Mexique, c'était environ 4% de 2012, et ça va se maintenir dans le 2013, nous croyons. Ça veut dire que les grands pays émergents ont une performance qui est en général très positive et qui aide
à nous faire sortir de cette deuxième récession. Mais naturellement, on ne peut pas demander à pays qui sont le 2% de l'économie, les 1% de l'économie mondiale, ou les 2 ou 3% du commerce mondial, même la Chine, avec 10 ou 12%, de nous sortir à tous de la récession. Ce n'est pas possible si les Américains ne tirent pas fort, si les Européens ne tirent pas fort, naturellement, on ne va pas sortir. Alors, tous ces éléments témoignent certes d'une amélioration sensible, mais il n'y a assurément pas de quoi pavoiser. Ce qui vient de se produire à Chypre témoigne toutefois de la nécessité de travailler sans relâche à la construction de l'union bancaire et de consolider les fondements institutionnels de la zone euro. Au Japon, des mesures courageuses sont prises pour mettre fin à des années de déflation continue. Et aux États-Unis, la question du mur budgétaire a été largement, pas nécessairement entièrement, réglée. Ça veut dire que le grand fiscal cliff, on n'a pas plongé là, mais il reste 2 ou 3 grandes décisions qui sont, je dirais, dans le domaine économique, oui absolument, mais qui dépendent crucialement de la politique, pas seulement de l'économie, qui dépendent des équilibres de forces politiques et aussi de la énorme polarisation qu'il y a aujourd'hui dans les États-Unis, dans tous les aspects du gouvernement, et qui empêche vraiment de voir une voie très claire d'où vont les États-Unis. Puis naturellement, c'est pas très bon pour les Américains, mais c'est un problème pour tout le monde, parce que c'est l'économie la plus grande du monde. Par ailleurs, les perspectives à moyen terme demeurent fragiles, car la confiance est encore mal assurée et nos sociétés connaissent de graves difficultés. Ce constat a conduit certains à lancer des appels à moins d'austérité, mais comme il ne reste que peu de marge de manœuvre pour poursuivre une politique de soutien macroéconomique, la politique économique doit à présent se tourner du côté de l'offre. À l'OCDE, nous sommes convaincus que la seule voie à suivre pour avancer, la voie la plus intelligente, passe par la mise en œuvre des réformes structurelles judicieuses. Si elles sont bien conçues, les réformes peuvent en effet aider les pays à conforter la reprise et à générer de nouvelles sources de croissance. Il faut aussi nous rappeler qu'on a épuisé les instruments plus évidents, les instruments auxquels on pense toujours pour lancer une reprise, soit la politique monétaire, ce n'est pas totalement épuisé, mais je dirais qu'on a des rendements plus modestes le jour, parce qu'on a presque tout fait dans ce côté. On est à presque zéro. C'est à 0,75 si M. Draghi décide d'aller à 0,50 ou 0,25. Ce sont des signaux intéressants, mais ça ne va pas changer dramatiquement la situation du monde. En effet, la Banque centrale européenne, c'est l'unique qui n'a pas commencé avec les achats de dette. C'est le quantitative easing. Mais naturellement, pour la Banque centrale européenne, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a 17 candidats. Il n'y a pas, dit-on, des grands soldes de dette dans le marché émis par Europe même. Mais ce sont des endettements nationaux. Mais pas.
dans les États-Unis, c'est la 3e édition de la quantitative easing. On est à 85 milliards par mois des achats. Dans le Royaume-Uni, même chose. Et dans le Japon, c'est quelque chose énormément intéressant, ce qui passe dans le Japon, avec 220% de dette sur le PIB. Et avec normalement, la politique traditionnelle après la crise était une politique monétaire souple, lâche, une politique fiscale serrée, dure. Ça, c'était la combinaison typique. Aujourd'hui, nous sommes témoins dans le Japon d'une politique monétaire énormément agressive qui va doubler la base monétaire dans 2 ans et aller à 270 trillions japonais de yens, mais aussi une politique fiscale agressive. En même temps, mais quand on commence à 220 dettes sur PIB, c'est intéressant, hein? On dépense de plus. Et ça, c'est quelque chose qui... et aussi, on n'a jamais eu un pays de G7 avec au-delà de 200% de dette sur le PIB. Ça veut dire que dans le Japon, c'est une expérience, c'est un laboratoire, ce sont des expériments presque. Et tout le monde les regarde avec beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'opinions, pour, contre, etc. Il y a les sceptiques. Mais au moins, ils ont décidé d'aller dans un chemin clair. Et bon, on verra. Naturellement que le monde entier a énormément d'intérêt sur cette pari japonaise, parce qu'ils sont un des locomotives de l'économie mondiale. Alors, si on a épuisé l'espace politique monétaire pour la reprise, on dit, bon, l'alternative, la politique fiscale, il faut dépenser plus. Non, je m'excuse, j'ai oublié que ça, on l'a fait déjà. On l'a fait déjà. On a dépensé tout pour sortir de la crise originelle. Dans le 2008, le 2009, le 2010, le 2011, on a eu des déficits énormes et on a augmenté, on a ajouté 40 points pourcentage du PIB en moyenne dans les pays OCDE de dette. Ouh là là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye de réduire le déficit et d'arriver à un moment dans lequel on arrête d'augmenter la dette sur le PIB et réduire doucement, parce que c'est naturellement n'est pas, si on va au-delà de 90%, de 100%, on est en danger. Alors, je dis, wow, pas de politique monétaire. On a épuisé l'espace là, on a épuisé et la politique fiscale, les dépenses, on ne peut pas, parce qu'on fait le contraire. Hein? Mais on est dans l'austérité, la consolidation fiscale, etc. Alors, quoi faire? Quels sont les instruments? Bon, nous, chez l'OCDE, nous parlons de politique structurelle, aller structurelle, on dit. C'est une espèce de cri de guerre. Hein? Aller structurel, aller social, aller vert. Et aussi aller institutionnel. Très rapidement, je dirais que ce qui concerne le structurel, l'éducation, l'innovation, la concurrence, les impôts, système de santé, la flexibilité du marché du travail, marché de produits, recherche et développement, la liaison entre le secteur privé et le secteur public pour la recherche, l'infrastructure, la question de
la réglementation, tous les systèmes de régulation qui dans beaucoup de pays doit être amélioré. Ce sont les choses qui vont nous permettre de maintenir la croissance une fois que la reprise soit bien ferme dans le moyen et long terme. Aller social parce qu'il y a toutes les victimes. On a parlé des chômeurs, on a parlé des jeunes, mais aussi on a parlé des chômeurs long terme. C'est un phénomène auquel on n'était pas du tout habitué, et aussi parce que le cycle n'est pas un cycle typique, et parce que l'inégalité, on va parler sur ça, aujourd'hui, l'écart devient plus grand, et aller vers, parce qu'on est, et je vais élaborer un peu plus sur ça, aller vers parce qu'on est dans une direction de collision avec la nature, et aller structurel et aller institutionnel parce que ce sont les institutions qui doivent faire face aussi à cette post-crise. Je voudrais dire qu'on est dans la post-crise. Malheureusement, on est toujours dans la crise, mais pour la période post-crise, naturellement, ce sont les institutions qui doivent aussi changer pour y faire face. Alors, ce sont les alternatives à la politique macroéconomique, monétaire, financière. Malheureusement, tout le monde dit « ce sont des politiques long terme, ça prend des années pour donner des résultats, etc. » Et malheureusement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les meilleurs instruments pour faire face à la crise court terme, ce sont des instruments structurels long terme. Bien vendus, bien expliqués, bien traduits, bien communiqués, il peut devenir des importants instruments de court terme pour augmenter la confiance, et parce qu'il donnerait peut-être à tous les secteurs de la société un signal de la bonne direction, de dire les leaders savent où ils veulent aller et ils nous conduisent dans le bon chemin. Et ça, la question de la confiance, c'est aussi important que, les bonnes décisions politiques, de politique économique même. Alors, quel type d'opportunité, quel type de croissance? La croissance n'est toutefois pas un fin en soi, c'est déjà presque un cliché. C'est un outil au service d'un objectif, assurer une vie meilleure à l'ensemble des citoyens. C'est dans cette optique que l'OCDE s'efforce d'aider le pays à mettre en place une croissance plus forte, plus propre, plus juste. Il nous faut instaurer une croissance plus robuste et plus résistante, alimentée par l'innovation, par l'entrepreneuriat, non par la spéculation et la surconsommation. De nombreux pays ont encore largement de quoi assouplir les réglementations restrictives qui entravent la concurrence sur le marché de produits et freinent l'investissement. Dans d'autres pays, les graves lacunes du système d'enseignement et de formation sapent la performance et ne permettent pas d'offrir aux entreprises les compétences dont elles ont besoin. Et ça, c'est un énorme paradoxe parce qu'il y a des millions de chômeurs et en même temps, les entreprises nous disent qu'elles ne peuvent pas trouver les talents, les compétences appropriées. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très mauvais dans la préparation, dans les plans de
préparation de vocationnelle, éducation, etc. On n'est pas bien coordonné entre les demandes du marché et ce que nos universités, nos écoles produisent tous les années. Et la réglementation, bien souvent, la réglementation a un rôle essentiel à jouer pour que les marchés financiers et le secteur bancaire soient davantage tenus de rendre compte. Mais aujourd'hui, on lit tous les jours de comment les pays vont se mettre d'accord pour que les banques ne marchent pas vers la faillite, vers la bankruptcy. Mais il y a un petit détail qu'on oublie souvent, et c'est que, naturellement, que les banques ne doivent pas aller dans la faillite, il faut survivre. Mais aussi, il faut que les banques prêtent. C'est-à-dire, il faut que les banques, le mandat des banques, la concession du service public des banques, c'est précisément de faire l'intermédiaire entre l'épargne du public et les éléments, les agents économiques qui ont besoin de cette épargne à moyen et long terme, soit pour les hypothèques ou soit pour les petites et moyennes entreprises, etc. Et ça, aujourd'hui, ne passe pas du tout comme c'est nécessaire. En effet, il y a une réduction de l'offre et il nous dit aussi, ça ce n'est pas très bien déterminé, qu'il y a une très forte chute de la demande. Intuitivement, on dirait oui, parce que naturellement, comme l'activité est très faible, la demande est aussi faible. Mais si le programme de réformes à entreprendre dans le domaine est vaste, dans ce domaine est vaste, il est aussi à la mesure de résultats que l'on peut en attendre. Par exemple, seulement la réglementation, on était chez Mario Monti, septembre 2012, et seulement le décret sur les deux réglementations, la meilleure réglementation, nous calculons qu'il pourrait ajouter, si bien conduit, si bien exécuté, 0,6 par an à partir de troisième année d'avoir mis, en effet, le deuxième année d'avoir mis en place les mesures. Je me rappelle que le ministre en charge de la déréglementation a fait une petite montagne avec 12 000 éléments de réglementation. Et il m'a invité pour témoigner qu'il allait les brûler. Et parce qu'il était si inspiré par notre effort de réglementation, je dis, je vous félicite, monsieur le ministre, mais être dans la photo avec des livres que brûlent, ce n'est pas une bonne photo. mais même s'ils sont des règlements, hein, la photo n'est pas... Mais l'esprit, ça va bien, monsieur le ministre, on vous félicite, on vous laisse seul avec la photo. Mais en tout cas, partout, il y a cet effort de voir où. Et ça ne coûte pas beaucoup, hein, il faut dire. Simplifier les choses dans les gouvernements, ça ne coûte pas beaucoup. En effet, beaucoup de choses, beaucoup de fois, c'est moins cher. Mais la croissance dont nous avons besoin doit également être plus propre. Elle doit favoriser le développement économique et s'accompagner d'une utilisation intelligente des actifs naturels. C'est ce type de croissance que l'OCDE met en avant dans sa stratégie pour une croissance verte. Son objectif est d'aider les gouvernements à changer de modèle économique en faisant des activités respectueuses de l'environnement les nouveaux moteurs de leur croissance. Green growth, la croissance verte. À rédiger l'investissement sur des secteurs à basse carbone
en prenant en compte les considérations écologiques dans leur participation aux chaînes de valeur mondiale et en concevant des réformes qui ne les rendent pas prisonniers d'énergies polluantes et peu efficaces. Comme vous le savez très bien, dans cette technopole de l'environnement, la planète ne résistera pas au retour d'une croissance fondée sur les énergies polluantes. Il est temps de changer le métabolisme industriel de nos économies. Dans cet esprit, nous avons commencé à élaborer une série d'indicateurs destinés au suivi de progrès vers une croissance et une économie verte. Nous avons également créé la plateforme de connaissances sur la croissance verte afin de soutenir la recherche dans les nombreux domaines qui continuent de souffrir de déficits de connaissances et avant tout de promouvoir l'apprentissage mutuel et d'instaurer un partage plus efficace des pratiques optimales. Enfin, la croissance doit également être plus équitable. Créer des opportunités pour tous et permettre une répartition plus juste des fruits de la prospérité, c'est essentiel. Nous savons désormais avec certitude que les effets positifs de la croissance ne se diffusent pas automatiquement du haut en bas de l'échelle sociale. Pendant les 3 décennies qui ont précédé la crise actuelle, les écarts de revenus se sont creusés et les inégalités de revenus des ménages ont augmenté dans la plupart des pays de l'OCDE. Dans ces pays, le revenu moyen de 10% les plus riches est aujourd'hui 9 fois supérieur à celui de 10% les plus pauvres. Quant aux pays dans lesquels les inégalités se sont atténuées, le Chili, le Mexique, mais ils enregistrent tout de même un rapport de 27 fois. 3 fois l'inégalité moyenne dans les pays OCDE. Brésil, 50 fois. L'Afrique du Sud, peut-être au-delà de 100 fois. Mais le problème, ce n'est pas de vous jeter un chiffre, parce que est-ce que 9, c'est un bon chiffre, un mauvais chiffre? Qu'est-ce que 9 fois signifie? Ouais, le problème, c'est que si on prend une génération avant, ça veut dire 25 ans avant, le 85, le chiffre était entre 6 et 7. Aujourd'hui, on est à 9. Ça veut dire que l'inégalité a eu une croissance, malheureusement, entre 30 et 40% dans une génération. Et naturellement qu'il n'y a rien comme une bonne crise, surtout si c'est une crise chômage, pour voir que l'écart devient encore plus large. Ça veut dire que les mesures qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'OCDE, qu'on va prendre, dit-on, en 2010, 2011, 2012, vont nous montrer que les inégalités continuent à creuser. Alors ça, c'est un problème spécial, il faut le cibler de manière particulière dans les politiques publiques. Le moment est venu de mettre en place des politiques économiques plus inclusives. La réforme des systèmes fiscaux peut permettre d'accroître à la fois l'équité et la croissance économique. Des politiques d'éducation ciblées, axées sur les compétences, sont également fondamentales pour promouvoir la cohésion sociale et bâtir un monde plus juste. Notre analyse montre que l'investissement dans les compétences est l'outil le plus puissant de la lutte contre les inégalités. Les compétences sont devenues la ressource incontournable des économies
du 21e siècle. Pas. Pour aider les pays à faire des progrès dans ce domaine, l'OCDE a lancé une stratégie sur les compétences et adapte ses recommandations aux besoins spécifiques de chaque pays et vise ainsi à aider les jeunes à acquérir les compétences requises sur le marché de travail. Enfin, dans le cadre de nos efforts visant à promouvoir une croissance inclusive et durable, nous avons lancé une initiative ambitieuse et pluridimensionnelle intitulée Nouvelles approches face aux défis économiques. En anglais, on l'appelle NAEC, New Approaches to Economic Challenges. Cette initiative consiste à tirer les leçons de la crise et à en dégager les conséquences pour l'action des pouvoirs publics. L'objectif principal est d'enrichir nos grilles d'analyse tout en redéfinissant notre programme d'action stratégique en faveur d'une croissance et d'un bien-être inclusif. Les nouvelles approches face aux défis économiques, les NAEC, nous offrent la possibilité de mener une réflexion de fond dans une perspective plus systématique et plus transversale. C'est précisément quand on a lancé l'initiative NAEC qu'on a invité le professeur Kirman pour partager avec nous sa sagesse, ses expériences. Et c'était une séance fascinante parce qu'on avait comme 10 tables, et c'était pendant un déjeuner. Et après ça, chacun des tables a discuté après sa présentation. Et il y avait un rapporteur dans chaque table qui s'est levé pour faire des commentaires. Mais on était là, bon, une bonne partie, on a dû arrêter parce qu'il fallait qu'il rentrait à Aix. Hein? parce qu'à Paris, il y avait beaucoup de demandes pour lui maintenir là, dans cet effort de nouvelle approche. Mesdames, Messieurs, nous sommes les témoins d'évolutions mondiales surprenantes qui nous offrent une merveilleuse occasion d'aller vers un monde meilleur. Cette crise devait nous permettre d'entrer dans un nouvel ordre, un ordre dans lequel les économies émergentes et les pays en développement auraient davantage voix au chapitre, un ordre dans lequel la dégradation de l'environnement ferait place à la durabilité des ressources, un ordre dans lequel la logique de la déréglementation serait supplantée par une gouvernance financière digne de confiance, renvoyant les banques à leur fonction initiale qui consiste à servir la société. En résumé, nous devons aborder une nouvelle ère où l'économie sera un instrument d'inclusion et de bien-être social. Je suis sûr que nous pouvons prendre cette direction. Les choix ne dépendent tout simplement que de nous et de notre capacité de repenser nos théories, nos concepts et nos politiques. Ils supposent cependant, en outre, une coopération multilatérale plus ouverte et l'avènement d'une nouvelle dynamique insufflée par nos gouvernements et par nos sociétés. L'OCDE croit en ce changement et elle est prête à redoubler des efforts pour collaborer avec d'autres institutions et avec des interlocuteurs comme vous, afin qu'il devienne réalité. Et avant de finir, Mesdames, Messieurs, je voudrais dire d'où viennent ces convictions, d'où viennent ces conclusions. On vient de présenter avec Pierre Moscovici
Études économiques de France. C'est le rapport économique qu'on l'a présenté à Bercy il y a 2 semaines, je crois. On a beaucoup parlé sur l'environnement. On a préparé les conséquences de l'inaction. C'est ça le sous-titre de cette perspective environnementale pour le 2050. Naturellement, quand on parle de l'environnement, il faut parler avec un horizon de 20-30 ans. On parle de bien-être, Guidelines on Measuring Subjective Well-being, comment mesurer le bien-être, même personnel, mais aussi le bien-être d'une société, le bien-être d'un pays. Et pourquoi est-ce qu'on travaille dans ce sujet? Ce n'est pas seulement aller au-delà du PIB. On travaille dans ce sujet il y a plus de 10 ans, 12 ans. C'est aussi parce que c'est un instrument énormément puissant pour pouvoir déterminer qu'est-ce que les sociétés veulent, qu'est-ce qu'ils demandent au gouvernement. Et naturellement, si on a une meilleure idée, le gouvernement peut délivrer des services de meilleure qualité et aussi mieux ciblés à ce que les citoyens nous demandent. On vient de présenter Going for Growth, perspective croissance en français. Et ça, c'est tout sur le structurel. Quand on parle des politiques structurelles, quand on parle de l'innovation, l'éducation, des impôts, de la question de la propriété, des facteurs de production, etc., et quoi changer dans le secteur structurel, dans le domaine structurel. Ici, on a pays par pays, inclus pas seulement les 34 pays de l'OCDE aujourd'hui, mais aussi le Brésil, la Russie, les BRICS, mais avec 2 I, parce que c'est le Brésil, la Russie, l'Indonésie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'avec ça, on a une bonne partie de la population mondiale, du commerce mondial, et du PIB mondial, etc. Et on a parlé de l'inégalité. On vient de sortir cette « Divided we stand ». Why inequality keeps rising. Hein? En 2008, on a publié un titre, c'était « Growing unequal », c'est « Croissance inégale », avec un signe d'interrogation. On l'a posé comme une question. Malheureusement, on a éliminé l'interrogation aujourd'hui. On constate que les inégalités sont de plus en plus importantes dans le monde, surtout paradoxalement dans les pays plus développés. Et comme je dis, ça c'est le deuxième travail spécialisé sur ça, et ça est devenu une espèce de classique. Même les grands leaders, les présidents, etc., se réfèrent constamment à ce travail. Et aujourd'hui, on est en train, comme je dis, de mettre à jour la base des données pour prendre en considération la crise sur l'inégalité. Et cette petite cahier, cette petite livre, s'appelle la question de l'érosion de la base fiscale et comment on bouge les bénéfices. Hein? Ça veut dire comment on cache le bénéfice. Et comme vous savez, l'OCDE, c'est l'institution qui a beaucoup travaillé sur la question des paradis fiscaux. Bon, je ne devrais pas dire ça ici, parce que je lis les journaux aussi, mais en effet, on a commencé il y a 12 ans. On n'a pas commencé avant hier. Et on continue à travailler. Il y a 120 pays qui aujourd'hui
sont engagés dans l'échange d'informations qui, avant, ce n'était pas possible. Notre objectif, c'est qu'il y a qu'arriver dans un moment dans lequel il n'y a pas où se cacher, où cacher l'argent. Mais cette petite cahier dit une autre chose. Les grands chefs, les ministres des Finances, des économies mondiales, particulièrement M. Moscovici lui-même, M. Osborne, le chancelier de l'Exchequer en Angleterre, et M. Schäuble en Allemagne. Ils nous ont écrit à l'OCDE, Monsieur Gurria, s'il vous plaît, il faut voir pourquoi les entreprises multinationales ne paient pas des impôts. Et heureusement, ils nous ont envoyé un chèque chacun pour faire le travail. C'était très bienvenu, cette mandat avec le chèque, parce que souvent, ils nous donnent des mandats sans les chèques. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que les chefs des pays, d'où sortent les entreprises multinationales et qui traditionnellement les protégeaient pour qu'ils ne payaient pas d'impôts, même à l'Inde, au Mexique, à la Turquie, n'importe où, même qu'aujourd'hui, trouvent avec des budgets très serrés, avec des revenus qui tombent, que s'il veut augmenter les revenus, il n'y a que la classe moyenne et les petites et moyennes entreprises qui restent pour augmenter les impôts. Pourquoi? Parce que les plus évidents candidats pour payer les impôts ne paient pas. Mais malheureusement, il ne peut pas en France, il ne peut pas en Mexique, il ne peut pas. Point. Parce qu'il bouge les bénéfices jusqu'au moment dans lequel ils arrivent dans les juridictions de base, de taxation. Mais le problème, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que quand on exige la transparence des comptes bancaires et l'information, et on organise un système, qu'on a organisé un système, un réseau d'échange d'informations fiscales, tout ce qu'on fait, à la fin, c'est demander que la loi soit respectée, qu'on paie des impôts, et que le voisin ne vous aide pas à ne pas payer les impôts. Alors, on est dans le côté de Dieu, hein? On est bien. Mais ici, ce problème, c'est un défi beaucoup plus important parce qu'on a battu un système légal pendant 90 ans, la Ligue des Nations, pour ne pas avoir double imposition dans les entreprises. Et ce qu'on a achevé, c'est la double non-imposition. Très créative. Hein? Et le problème, c'est que, ayant achevé la double non-imposition, on a un problème de comment partager le fardeau, comment partager la lourde tâche d'avoir tout la santé, l'éducation, l'eau, l'infrastructure, etc. Alors, ce sont des petites, seulement des amuse-bouches. Hein? C'est lourd. On va le laisser ici pour que Marion ne doit pas les transporter de retour à Paris. On va le laisser ici pour la bibliothèque. Naturellement, qu'ils sont tous disponibles électroniquement. Merci beaucoup.